Bonsoir chers amis téléspectateurs, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Pour commencer ce soir en direct de Californie, l'astrobiologiste et astrogéologue Nathalie Cabrol. Le job de cette scientifique hors norme, explorer l'origine de la vie dans l'univers, trouver des signes de vie, des biosignatures comme on dit dans le sous-sol de la planète Mars, mais aussi et en parallèle étudier des milieux extrêmes sur la Terre comme l'altiplano bolivien où les conditions de vie seraient analogues à celles de la planète Mars il y a 3,5 milliards d'années, poussière d'étoiles et vertige. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Nathalie Cabrol. Bonsoir, bonjour. Bonjour, il est 8h du matin pour vous. Vous êtes à Mountain View, vous êtes chez vous, tout près du centre Carl Sagan, dont vous êtes la directrice. Nathalie Cabrol, vous êtes une scientifique vraiment hors pair. Vous êtes partie pour les États-Unis en 1994. On n'a pas su vous retenir en France ? On n'a pas su vous donner les conditions de travail pour que vous puissiez contribuer ici ? C'était un petit peu différent à l'époque. Il y a, comme toujours, un problème de poste, bien évidemment, pour les jeunes chercheurs en France. Mais en plus, la discipline démarrait véritablement. Donc, c'est un concours de circonstances. Très bien. Vous êtes donc aux États-Unis, vous êtes franco-américaine, vous y êtes depuis 1994. Et on va parler avec vous de la vie sur Mars et aussi de vos recherches sur la Terre pour comprendre la vie extraterrestre. Vous êtes absolument persuadé qu'il y a une vie dans l'univers. Mais d'abord, votre portrait réalisé par Olivier Bouquereux. Vie, Mars et aventure, c'est la règle de 3 de Nathalie Cabrol. Sa drôle de vie d'astrobiologiste démarre en 1963. Mère manipulatrice en radiologie, père ingénieur informaticien, elle passe son enfance à observer. En commençant par les têtards, dans l'étang de Saint-Cucufa à la Selle-Saint-Cloud. Hippocagne de Saint-Germain-en-Laye, sciences de l'environnement à Nanterre, sciences planétaires à la Sorbonne, enfin, vers l'infini et au-delà. Avec un doctorat en planétologie en poche, elle quitte la France pour les États-Unis, ou plutôt pour la NASA. Avec son équipe, elle travaille en anglais. Mais elle est bel et bien française. Aujourd'hui, elle dirige le centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI, installé à Mountain View en Californie. Elle cherche des preuves que la Terre ne détient pas le monopole de la vie. Nathalie Cabrol est souvent associée à la planète Mars. Normale, elles se cherchent toutes les deux depuis longtemps. En 1991, elle consacrait déjà son doctorat à l'évolution de l'eau martienne. Depuis, elle tourne sans cesse autour de la question. Pour elle, l'étude de Mars et l'évolution de son climat pourraient permettre de prévoir ce qui se passera sur Terre. Elle a plus de mal avec les martiens et autres petits hommes verts. Astronomie, astrophysique, biologie et géologie, son approche à elle est moins folklorique. Des aventures, elle en a vécu, comme ses expéditions scientifiques en haute altitude dans les Andes chiliennes pour le High Lakes Project, le sommet du Licancabur à 6000 mètres, le stratovolcan d'Aguascalientes. Elle plonge dans les lacs pour trouver des clés de compréhension de la vie extraterrestre et notamment des microbes. And I'm going to try to convince you in the 15 minutes I have that microbes have a lot to say about questions such as, are we alone? Mais la plus grande aventure pour Nathalie Cabrol reste peut-être sa rencontre avec son mari Edmond Grain. Elle avait 23 ans, lui 66. Depuis, ils vivent, voyagent et travaillent ensemble. Plusieurs livres en témoignent. Il a aujourd'hui 101 ans. Edmond Grain, que vous appelez Merlin le magicien. Nathalie Cabrol. Nathalie Cabrol, considérer que nous sommes seuls dans l'univers, c'est une aberration statistique, selon vous ? Complètement. Il n'y a pas besoin de faire de philosophie avec ça. Les composantes de la vie, telles que nous la connaissons seulement, sont véritablement communes dans l'univers et la mission Kepler a bien montré que des planètes comme la Terre sont aussi très, très abondantes partout. Donc, ce serait véritablement une aberration si nous étions seuls. La quête d'une vie extraterrestre, ça s'apparente à une quête de sens, selon vous, qui hante et qui taraude l'homme depuis qu'il est en état de penser à sa finitude et à sa place dans l'univers ? C'est quelque chose qui est à part entière dans l'esprit des humains. Je pense que dès qu'on lève les yeux au ciel, on se rend compte de l'infinitude de l'espace et de notre position. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que nous sommes et quelle est notre place dans cet univers, certainement. Oui. Claude. Si on exclut les petits hommes verts des légendes et de la science-fiction, que sera la preuve de vie
que vous trouverez un jour? Et est-ce que vous anticipez déjà l'émotion qui sera la vôtre quand vous la rencontrerez, cette preuve? C'est une question intéressante. Comme je le disais, ça revient encore à la notion, à la définition de la vie. Mais si c'est la vie telle qu'on la cherche à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui va définitivement changer notre vision philosophique de notre place dans l'univers. C'est quelque chose qui est complètement ancré en nous, mais l'émotion, on peut pas vraiment la comprendre. Simplement voir une deuxième création, et ça sans mettre de religion tout autour, mais la création de la vie et l'expression de la vie dans l'univers est quelque chose qui est fondamentalement... c'est une question primordiale, c'est une des questions primordiales de l'astrobiologie, c'est une question fondamentale, sommes-nous seuls? Personnellement, j'aime pas véritablement cette question, sommes-nous seuls? Je la trouve un petit peu dépressive, mais la question que j'ai personnellement, je la retourne dans l'autre sens, je dis certainement, ils ne sont pas seuls, mais... quand on regarde tout autour de nous, pour moi, c'est une certitude. Il n'y a pas véritablement de question. Sommes-nous seuls? Non, on n'est pas seuls. Mais à quoi un autre genre de vie ressemble? Est-ce qu'on sera capable de communiquer avec? Est-ce que cette forme de vie a des réponses à nos questions, à celles que nous n'avons pas? À quel stade d'évolution cette vie est? C'est quelque chose qui est, pour moi, c'est là où l'attente est la plus grande. Parce que ça pourrait être une vie au stade microbiologique, enfin microbien, comme ça pourrait être une vie excessivement sophistiquée. Est-ce que vous anticipez sur la manière dont cette vie pourrait tenter de communiquer avec nous? Je crois que vous avez déployé des sonars et vous travaillez beaucoup sur la manière dont les dauphins communiquent les uns avec les autres. C'est une approche complètement holistique que votre travail sur la vie extraterrestre et comment pourrait-elle nous contacter éventuellement? Oui, c'est à l'Institut, nous avons des chercheurs qui font des travaux sur la communication des autres espèces intelligentes sur Terre. Ouais. Et on a bien évidemment, dès qu'on fait ça, on se rend compte de la difficulté qu'il y a à communiquer même avec des espèces intelligentes sur notre propre planète, alors qu'on a en commun 4 milliards d'années d'évolution. Donc ça nous montre la barrière qu'il peut y avoir peut-être à essayer de communiquer avec d'autres espèces qui n'ont rien en commun avec nous. La vie est une coévolution, c'est une coévolution de la vie et de l'environnement. Et donc, une espèce extraterrestre va évoluer avec son propre environnement et n'aura pas forcément la même façon de communiquer que nous avons. Mais ceci étant dit, de par sa structure, la vie par elle-même, quelle qu'elle soit, nous apprendra cette coévolution, nous donnera des informations sur cette coévolution. Nathalie Cabrol, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous couper, mais on voulait évoquer avec vous et avec Nadia Dam la question des ovnis et la demande d'information qui a émis, je crois, la marine américaine, ou plutôt Joe Biden à la marine américaine. Bref, il y a un rapport qui est attendu. Oui, aux États-Unis, en tout cas, effectivement, c'est un rapport qui est très attendu, avec passion par les Américains, mais pas que, par nous aussi. Dans une dizaine de jours, la US Navy, l'armée américaine, va donc publier cette enquête sur 120 phénomènes aériens non identifiés apparus dans le ciel de la côte Est ces 20 dernières années, des ovnis, donc on peut le dire ainsi. Plusieurs journaux américains, dont le New York Times, ont déjà fait fuiter quelques conclusions. On sait que 95% de ces apparitions ont trouvé une explication rationnelle. Reste ces 5% qui intriguent même l'ancien président Barack Obama, même l'ex-président de la CIA, John Brennan, qu'on a reçu ici il y a quelques jours, qui était à votre place. En tout cas, les rapporteurs s'avouent incapables de trancher si oui ou non il s'agit d'objets d'origine extraterrestre. Est-ce que ça vous agace un peu, cette obsession pour l'OVNI, c'est-à-dire pour l'objet sous coupe volante, même là quand c'est nourri de la part d'institutions très, très sérieuses? Vous avez suivi évidemment cette affaire-là. Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Ça ne m'ennuie absolument pas. En tant que scientifique, les choses qui ne sont pas connues, c'est les choses qui m'intéressent. Ouais. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est les théories fumeuses. Il y a une démarche scientifique. Personnellement, je suis très intéressée aussi de comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, donc il y a quelque chose à connaître, il y a une connaissance à gagner. Et personnellement, je pense qu'en tant que scientifique, on doit observer les faits, on doit émettre une série d'hypothèses et on doit les documenter. C'est la démarche scientifique. Et ce que je voudrais aussi préciser, c'est quand on dit objet volant non identifié, ça veut dire exactement ça. Oui, ça ne veut pas dire soucoupe volante. Ça ne veut pas dire nécessairement objet extraterrestre. Et ce que les gens, quelquefois, la seule chose qui m'agace un petit peu, c'est que pour je ne sais quelle raison, les gens pensent que les scientifiques
repousse l'idée des ovnis et des soucoupes volantes. Personnellement, en tant que directrice du Carl Sagan Center de l'Institut SETI, ce serait malvenu. Je pense que pour nous, ce serait une très bonne nouvelle. Ce serait une très bonne nouvelle. Mais ce que je ne veux pas, c'est toutes les théories fumeuses, et en particulier les gens qui mettent soucoupe volante, petits hommes verts, et qui en fait ne servent pas du tout à la quête en elle-même. La recherche, parce que ces personnes-là commencent par la conclusion et essayent d'accrocher les faits et les observations à leur propre conclusion, alors que la méthode scientifique, c'est dans l'autre sens. Non, pas agacé du tout, au contraire intrigué, intéressé. La NASA va aussi regarder ce qui se passe. J'attends ça avec beaucoup d'impatience. Nathalie Cabrol, une dernière chose. Vous avez émis un jugement qui a beaucoup interpellé dernièrement à propos de Mars et à propos des explorations, du fait de la collecte d'échantillons. Et vous avez dit, mais il faut faire attention parce que à force de chercher des échantillons, il serait possible que l'homme contamine l'environnement martien. Ça pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense. Oui, vous appelez à la prudence ? C'est pas une critique. C'est pas une critique, c'est simplement, encore une fois, l'ordre dans lequel on fait les choses. Et pour le moment, on en est encore à essayer de comprendre si la vie est apparue sur Mars. Si elle est apparue, il est bien évident que s'il y avait des villes, on les verrait. C'est pas le cas. Considérant l'évolution de Mars, si la vie est là, c'est une vie excessivement simple, probablement microbienne, souterraine. Peut-être pas si profondément qu'on le pense. Mais quoi qu'il en soit, on en est encore à essayer de comprendre si cette vie est possible et où elle se trouve. Le jour où on met des humains à la surface de Mars, on va trouver la vie. Et c'est pas une plaisanterie, c'est simplement qu'on est une usine à microbes. Et on sait déjà qu'il y a une partie de ces microbes qui pourraient survivre dans des conditions martiennes. Ça veut dire que dès que les humains seront sur Mars, on aura une vie présente, microbienne, qui sera sur Mars et qui est capable de s'y installer. Donc, pour moi, je pense que la démarche scientifique n'a pas besoin de précipiter la présence humaine. Bien évidemment, je suis complètement en faveur de l'exploration humaine, mais je ne vois pas pourquoi il y a besoin de précipiter ces choses-là pour le moment. De toute façon, on n'a pas encore la propulsion nécessaire pour envoyer des humains d'une manière, je pense, qui soit sûre, en tout cas pour leur santé. Très bien. Ça prend du temps et ça met leur santé en danger. Très bien, merci infiniment. Nathalie Cabrol, vous êtes, je le répète, en Californie, il est 8h du matin et je renvoie à un portrait de vous magnifique dans un ouvrage paru il y a quelques semaines en France, Vol au crépuscule, d'une naturaliste qui vous a accompagné dans le désert de l'Atacama il y a 4 ans, en orbite avec Nathalie Cabrol. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, on vous reverra dans quelques mois sans doute en France.